Salut, esprit curieux. Bienvenue dans ce voyage intellectuel au cœur de notre identité moderne. Aujourd'hui, nous allons démonter l'une des idées les plus dangereuses que nous ayons acceptées en tant que société. Une idée qui pourrait silencieusement consumer l'essence même de qui nous sommes réellement, au-delà d'un titre ou d'un bureau. Je veux que tu te poses une question très honnête. Si demain on t'enlevait ton travail, ta profession, ta routine quotidienne, que resterait-il de toi? Qui serais-tu sans cette étiquette que tu portes avec tant de fierté, ou peut-être avec tant de poids? Pense-y un instant, la réponse pourrait t'effrayer. Ce n'est pas une question triviale. C'est le cœur d'une crise silencieuse qui touche des millions de personnes. Nous sommes tombés dans un piège que les sociologues appellent le culte du travail, c'est-à-dire la croyance que le travail n'est pas seulement un moyen de vivre, mais le but central de notre existence, l'autel où nous sacrifions notre temps, nos rêves et, le plus important, notre identité. Nous avons fait de la productivité une religion et du succès professionnel son dogme sacré. On nous a appris dès l'enfance qu'être quelqu'un, c'est être productif, que notre valeur en tant que personne se mesure à ce que nous faisons pour gagner de l'argent et à la hauteur que nous atteignons dans la hiérarchie d'entreprise. C'est un récit très puissant, mais cette idée est étonnamment récente dans l'histoire humaine. Pendant des millénaires, notre identité n'était pas ancrée dans notre métier, mais dans notre communauté, notre famille, notre foi ou nos traditions. Le travail était une activité, une partie de la vie, mais pas la vie elle-même. Quelque chose a changé radicalement. La révolution industrielle fut le grand catalyseur. Elle nous a sortis des communautés pour nous plonger dans les usines. Nous avons commencé à nous voir, non pas comme des artisans ou des fermiers, mais comme des rouages d'une machine beaucoup plus grande. Notre individualité a commencé à s'estomper, remplacée par notre fonction au sein du système productif. Le philosophe Karl Marx a décrit ce phénomène comme l'aliénation. C'est ce sentiment d'être déconnecté de son propre travail, de sentir qu'il ne t'appartient pas, que tu n'es qu'une main-d'œuvre interchangeable. Le produit de ton effort te devient étranger, et avec le temps, tu deviens étranger à toi-même. Aujourd'hui, cette aliénation a muté. Nous ne sommes plus seulement déconnectés du produit, mais nous avons fusionné notre identité avec la machine elle-même. Nous croyons que nous sommes l'engrenage. Nous disons avec fierté « je suis avocat » ou « je suis ingénieur », non pas « je travaille comme avocat » ou « je me consacre à l'ingénierie ». La différence est subtile mais profonde. Psychologiquement, cela a du sens. Le travail nous donne une structure claire. Il nous dit quoi faire chaque jour, nous donne des objectifs, nous fournit un chemin. Quand nous nous sentons perdus dans la vie, la carrière professionnelle semble être une carte sûre. Elle nous donne un sentiment de contrôle et de but, faux mais réconfortant. De plus, le travail est une source constante de validation externe. Une promotion, un bonus, un bon travail de ton chef. Ce sont de petits boosts de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. Notre cerveau devient accro à ces validations, en ayant besoin de plus en plus pour se sentir valable. Le problème est que nous construisons l'édifice de notre estime de soi sur un seul pilier. Et ce pilier, le travail, est incroyablement fragile. Il est vulnérable au licenciement, aux crises économiques, à l'automatisation, aux maladies ou simplement au passage inévitable du temps qui nous mène à la retraite. Quand ce pilier s'écroule, tout s'effondre. La question « qui suis-je maintenant ?» devient un abîme. C'est le vide dont nous parlons. C'est la crise existentielle que rencontrent des milliers de personnes lorsqu'elles sont licenciées ou partent à la retraite. Soudain, la carte qu'elles suivaient a disparu et elles se retrouvent perdues dans une forêt sombre. Le sociologue Emile Durkheim a appelé cet état l'anomie. Cela se traduit par un manque de normes, un sentiment de non-appartenance et de désorientation lorsque les structures sociales qui nous guidaient s'évanouissent. Sans le travail, les règles du jeu de la vie que nous connaissions ne s'appliquent plus et nous nous retrouvons sans scénario. Cette crise n'affecte pas seulement ceux qui perdent leur emploi. Elle consume aussi les personnes qui réussissent. Le culte de la performance, cette idée de travailler sans relâche, nous vend l'épuisement comme une médaille d'honneur. Il nous pousse à sacrifier nos relations, notre santé et nos passions pour un objectif professionnel qui s'éloigne toujours un peu plus. Le résultat est le burn-out ou syndrome d'épuisement professionnel, un état d'épuisement physique, mental et émotionnel. Mais c'est plus qu'une simple fatigue. C'est le sentiment que le travail a consumé ton âme, t'a vidé de l'intérieur, ne laissant qu'une coquille qui continue de fonctionner en pilote automatique. Des chercheurs de l'Université de Stanford ont démontré comment cette identification absolue au travail est directement corrélée à des niveaux plus élevés d'anxiété et de dépression. Lorsque ton estime de soi dépend entièrement de ta performance, toute erreur ou critique n'est pas un échec au travail, c'est un échec de ton être. Nous avons créé un système où ce n'est jamais suffisant. Il y a toujours un nouvel objectif, une nouvelle promotion, un nouveau chiffre à atteindre. C'est une course sans ligne d'arrivée.
une quête interminable de validation qui nous laisse perpétuellement insatisfaits. Le succès devient un horizon, pas une destination. Alors, quelle est la sortie de ce piège? Il ne s'agit pas de diaboliser le travail. Le travail peut être une source de créativité, de collaboration et de croissance personnelle. Le problème n'est pas le travail en soi, mais l'exclusivité que nous lui avons accordée dans la construction de notre identité. La solution est ce que nous pourrions appeler la diversification de l'identité. Imagine que ton identité n'est pas un pilier, mais une table robuste avec de nombreux pieds. Chaque pied représente une facette différente de ta vie. Si l'un se casse ou s'affaiblit, la table reste debout, stable et forte. L'un de ces pieds est, oui, ta profession. C'est important, mais les autres sont tout aussi cruciaux. Ce sont tes passions et tes hobbies. Qu'est-ce que tu aimes faire sans que personne ne te paye pour ça? Peindre, écrire, marcher en montagne, jouer d'un instrument, c'est aussi toi. Un autre pied fondamental, ce sont tes relations. Ton rôle d'ami, de partenaire, de fils ou de père. Les connexions humaines profondes nous définissent et nous donnent un sentiment d'appartenance qu'aucun poste de travail ne peut offrir. C'est dans le miroir des autres que nous nous trouvons souvent nous-mêmes. Il y a aussi le pied de la communauté, faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Un bénévolat, un club sportif, un groupe de lecture. La participation communautaire nous rappelle que notre valeur réside aussi dans ce que nous apportons au collectif, pas seulement dans ce que nous produisons individuellement. Et n'oublions pas le pied de la connaissance et de la curiosité. Apprendre pour le simple plaisir d'apprendre. Lire sur l'histoire, regarder des documentaires scientifiques, étudier une nouvelle langue. Ton esprit, tes idées et ta perspective du monde sont une immense partie de qui tu es, complètement indépendante de ton travail. Construire ces pieds demande un effort conscient. Cela signifie fixer des limites claires au travail. Cela signifie éteindre le téléphone du bureau. Cela signifie programmer du temps pour tes hobbies avec la même sérieux que tu programmes une réunion d'affaires. C'est un acte de rébellion contre la culture de la productivité. Cela signifie redéfinir le succès. Peut-être que le succès n'est pas une promotion, mais apprendre à jouer cette chanson à la guitare que tu as toujours voulu. Peut-être que ce n'est pas conclure une grosse affaire, mais maintenir une amitié au fil des ans. Peut-être que le succès est simplement avoir la paix mentale de savoir qui tu es quand tout le reste disparaît. Une méta-analyse de décennies d'études sur le bonheur a révélé de manière constante qu'une fois les besoins de base couverts, l'augmentation des revenus et du statut professionnel a un impact marginal sur le bien-être. Ce qui compte vraiment, c'est la qualité des relations et un fort sentiment de but au-delà du travail. La prochaine fois que quelqu'un te demandera « Que fais-tu dans la vie ?», tu pourras donner ta réponse professionnelle, bien sûr. Mais ensuite, demande-toi « Qu'est-ce que je suis d'autre ? Je suis un explorateur d'idées. Je suis un créateur d'histoires. Je suis quelqu'un qui prend soin de ses proches. Je suis la somme de toutes mes passions, pas seulement de mon salaire. » La vraie connaissance de soi ne se trouve pas dans une évaluation de performance. Elle se trouve dans le silence, dans l'introspection, dans les moments où nous ne sommes pas productifs. Elle se trouve dans les questions difficiles que nous nous posons lorsque le bruit du monde extérieur s'éteint enfin. Détacher ton identité de ton travail est l'acte d'autodéfense le plus radical du monde moderne. C'est revendiquer ton humanité dans une économie qui tente constamment de te réduire à une ressource, à un nombre, à une fonction. C'est déclarer que ta valeur est inhérente, non pas gagnée par l'effort. Alors je t'invite à commencer aujourd'hui. Consacre 30 minutes à quelque chose qui n'a rien à voir avec ta carrière. Appelle un vieil ami, lis un poème. Dessine quelque chose, peu importe si c'est raté, fais le premier pas pour construire les autres pieds de ta table, pour combler ce vide potentiel avant qu'il n'apparaisse. Rappelle-toi que la société nous pousse vers une identité unidimensionnelle parce qu'elle est plus facile à catégoriser et à contrôler. Un consommateur et un travailleur sont des rôles prévisibles. Une personne complexe, multifacétique et avec une vie intérieure riche est par nature plus libre et imprévisible. Cette dépendance à l'identité professionnelle nous rend également plus craintifs. Peur de perdre notre travail, peur de ne pas être promu, peur de dire non. Quand tout ton être est en jeu, il est naturel que l'anxiété monte en flèche. Libérer ton identité, c'est aussi libérer ton esprit de la peur constante. Le philosophe Byung-Chul Han parle de la société de la fatigue, où nous n'avons plus de chef externe qui nous exploite, mais où nous sommes devenus nos propres exploiteurs. Nous nous exigeons d'être en permanence productifs, de nous optimiser, de performer davantage. Nous sommes devenus nos propres bourreaux. Rompre ce cycle commence par l'autocompassion, par te permettre de ne pas être parfait, par accepter que le repos n'est pas de la paresse, mais une nécessité biologique et spirituelle. Le droit de ne rien faire est un droit humain fondamental que nous avons complètement oublié dans notre obsession de l'efficacité. En diversifiant ton identité, tu deviens aussi plus résilient. La résilience psychologique est la capacité de s'adapter à l'adversité.
Si ta vie a de multiples sources de sens et de joie, un coup dur dans un domaine, comme le professionnel, sera douloureux, mais ne sera pas un coup fatal pour ton esprit. Pense-y de cette façon. Ta vie est un grand livre. Ta carrière n'est qu'un chapitre. Ce peut être un chapitre long et important, mais ce n'est pas toute l'histoire. Il y a des chapitres sur l'amour, l'aventure, la perte, l'apprentissage et la découverte. Ne laisse pas un seul chapitre définir tout le livre. Cette idée n'est pas un appel à la médiocrité professionnelle. Au contraire, souvent, les personnes les plus créatives et innovantes dans leur domaine sont celles qui ont des vies riches en dehors du bureau. Leurs hobbies et passions nourrissent leur créativité, leur donnant des perspectives que leurs collègues uniquement concentrés sur le travail ne peuvent pas voir. Ce que la neuroscience nous dit, c'est que le cerveau a besoin de temps d'inactivité pour consolider les souvenirs et générer de nouvelles idées. Le fameux moment Eureka se produit rarement lorsque tu es concentré sur le problème, mais plutôt lorsque tu te relaxes, prends une douche ou te promènes. La non-productivité est ironiquement productive. Le vrai danger de l'identité professionnelle absolue est qu'elle te prive de la capacité de jouer. Le jeu est essentiel pour l'être humain. C'est explorer sans objectif, c'est faire quelque chose pour le simple plaisir de le faire. La culture de la productivité a même transformé nos hobbies en projets secondaires qui doivent être monétisés ou optimisés. Retrouver le jeu est un acte révolutionnaire. C'est refuser que chaque minute de ta vie doive être mesurée en termes d'utilité. C'est te permettre d'être inefficace, d'être curieux, d'être un débutant dans quelque chose de nouveau sans la pression de devoir être le meilleur. C'est en substance être libre. Le vide que laisse le travail n'est pas un vide qui doit être rempli par un autre travail ou plus de productivité. C'est un espace qui doit être rempli par toi, par ton essence, tes bizarreries, tes talents inutiles, tes affections et tes rêves les plus profonds. C'est un appel à te connaître vraiment. Alors, la prochaine fois que tu sentiras la pression de faire des heures supplémentaires ou de sacrifier un plan avec des amis pour un projet, arrête-toi une seconde. Demande-toi, qu'est-ce que je nourris avec cette décision? Ma carrière ou mon identité? Le pilier ou la table complète? Le choix t'appartient. N'attends pas une crise pour découvrir qui tu es. N'attends pas le licenciement ou la retraite pour commencer à construire une vie riche et significative au-delà de ta profession. Le meilleur moment pour commencer à diversifier ton identité était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Cette transformation n'est pas facile. Elle demande du courage. Le courage d'aller à l'encontre des attentes sociales, parfois même de ta famille et de tes amis. Le courage de valoriser ton propre bien-être au-dessus de la validation externe. Mais c'est le chemin vers une vie plus authentique et robuste. Au bout du compte, sur ton lit de mort, il est peu probable que tu regrettes de ne pas avoir passé plus d'heures au bureau. Il est plus probable que tu te souviennes des moments de connexion, de rire, d'émerveillement et d'amour. Ce sont les vraies mesures d'une vie bien vécue, pas les indicateurs clés de performance. C'est le grand secret que la culture de la productivité ne veut pas que tu saches. Ta valeur n'est pas dans ce que tu produis. Ta valeur est inhérente. Simplement par le fait d'être, tu es déjà suffisant. Tout ce que tu fais d'autre, ton travail, ton art, tes actes de gentillesse, sont des expressions de cette valeur, pas sa source. Le défi, par conséquent, est de désapprendre. Désapprendre l'idée qu'être occupé, c'est être important. Désapprendre la culpabilité que nous ressentons en nous reposant. Désapprendre à nous présenter par notre titre. C'est un processus de déconstruction pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus réel. Considère tes intérêts en dehors du travail, non pas comme des distractions, mais comme des parties essentielles de ton écosystème personnel. Ils sont comme les différentes espèces d'arbres dans une forêt. Si une espèce d'arbre meurt, la forêt survit parce qu'il y a de la diversité. Ton identité a besoin de cette même biodiversité pour prospérer. La prochaine fois que tu seras dans une conversation et que tu te sentiras tenté de ne parler que de travail, essaie de changer de sujet. Demande à l'autre personne quel livre elle lit, ce qui la passionne, ce qui la fait rire en dernier. Aide à créer des espaces où nous pouvons exister en tant qu'êtres humains complets. Il ne s'agit pas d'abandonner l'ambition. L'ambition est une force puissante, mais nous pouvons être ambitieux dans plus d'un domaine. Nous pouvons avoir l'ambition d'être un grand professionnel et aussi l'ambition d'être un grand ami ou d'apprendre à cuisiner parfaitement un plat complexe. Rappelons que le mot « école » vient du grec « scholé » qui signifiait à l'origine « loisir » ou « temps libre ». Le lieu d'apprentissage et de développement de soi était le temps libre des obligations. Nous avons complètement inversé cette idée, croyant que le développement ne se produit que sous la pression et le travail. Le culte de la productivité nous isole également. Il nous fait voir les collègues comme des concurrents et les amis comme un réseau de contacts. Reconstruire notre identité sur des bases plus larges est fondamentalement un acte de reconnexion, avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde. L'anthropologue David Graeber a parlé des bullshit jobs, des emplois qui n'apportent rien d'utile à la société et que l'employé lui-même considère comme inutiles.
Des millions de personnes consacrent leur vie à ces rôles et la seule façon de le supporter est de s'accrocher à l'identité que le travail leur donne, même si elle est vide. Te libérer de l'identité professionnelle absolue te donne la clarté de voir si ton travail a vraiment du sens pour toi. Et si ce n'est pas le cas, cela te donne la force intérieure de chercher un changement, sachant qu'un échec professionnel ne signifiera pas un échec de toute ton identité. Notre culture célèbre le début d'une carrière, mais stigmatise sa fin. La retraite est perçue comme la fin de la vie utile. C'est une tragédie. Elle devrait être considérée comme une transition, l'opportunité de se consacrer pleinement à toutes ces autres facettes de l'identité que nous avons cultivées. Cultiver une identité diverse, c'est comme avoir un portefeuille d'investissement émotionnel. Tu ne places pas tout ton argent dans une seule action, n'est-ce pas? C'est trop risqué. Alors, pourquoi mettons-nous toute notre estime de soi et notre sens d'être dans une seule action appelée travail? Même la façon dont nous parlons du temps libre est révélatrice. Nous l'appelons temps d'inactivité, comme si nous étions des machines qui ont besoin d'être éteintes pour l'entretien. Nous devrions l'appeler temps de reconnexion, temps d'exploration ou simplement temps de vie. Ce changement de perspective n'est pas seulement pour ton bénéfice. C'est un cadeau pour les gens qui t'entourent. Tu leur donnes la permission d'être eux-mêmes au-delà de leur travail. Tu leur montres qu'il est possible de vivre une vie plus pleine et équilibrée. Tu inspires un changement culturel à petite échelle. La peur du jugement est un grand obstacle. Les gens penseront que je suis paresseux, je perdrai mon statut. Mais le statut basé sur l'épuisement est une cage dorée. Le vrai statut est la liberté intérieure, la capacité de choisir comment tu définis ta propre vie, minute par minute. Le système actuel profite du fait que notre identité est liée au travail. Il nous rend des employés plus dociles, plus disposés à accepter des conditions précaires par peur de perdre non seulement notre subsistance, mais notre sens d'être. C'est une forme très subtile et efficace de contrôle social. Demande-toi, quelles histoires te racontes-tu sur toi-même? L'histoire principale est-elle celle de ta carrière? Essaie de commencer à te raconter d'autres histoires. L'histoire de comment tu as appris à surmonter une peur, l'histoire d'une amitié incroyable, l'histoire de la fois où tu t'es perdu dans une ville et as découvert quelque chose de merveilleux. L'identité n'est pas quelque chose que l'on trouve comme un objet perdu. C'est quelque chose que l'on construit, que l'on cultive et que l'on entretient au fil du temps. C'est un jardin, pas une statue. Il a besoin d'une attention constante, d'une variété de plantes et de l'élimination des mauvaises herbes comme l'autocritique excessive. Le paradoxe est qu'en lâchant le besoin que le travail te définisse, tu deviens souvent un meilleur professionnel. Tu travailles à partir d'un lieu de choix et de passion, non de peur et de besoin de validation. Ta créativité est se libérer parce que tu n'as pas peur qu'une erreur détruise ton estime de soi. Le temps est notre ressource la plus précieuse et non renouvelable. Chaque heure que nous investissons dans une identité unidimensionnelle est une heure que nous n'investissons pas dans la construction d'une identité plus résiliente et riche. La comptabilité de notre vie ne devrait pas se mesurer en argent, mais en moments de signification. La prochaine fois que tu écriras ta biographie pour un réseau social, essaye de ne pas commencer par ton poste. Commence par une passion. Amateur d'astronomie, amoureux des chats, boulanger amateur. Observe ce que ça fait. Cela peut être inconfortable au début, mais aussi libérateur. Vieillir dans une société qui idolâtre la productivité juvénile est terrifiant. Si ta seule valeur est ta capacité de travail, tu deviens obsolète. Mais si ta valeur réside dans ta sagesse, tes histoires, tes relations, alors vieillir devient un processus d'accumulation de richesses, non de perte. Cette idée n'est pas nouvelle. Des philosophes stoïciens comme Sénèque mettaient déjà en garde contre le fait de vivre pour les autres et pour les attentes externes. Ils nous exhortaient à cultiver un jardin intérieur, une forteresse mentale et d'identité qu'aucune circonstance externe, pas même l'empereur, ne pourrait nous enlever. Le système économique actuel dépend de notre oubli de ces sagesses ancestrales. Il a besoin que nous cherchions le bonheur dans la prochaine promotion, dans le prochain produit, pour que le cycle de production et de consommation ne s'arrête jamais. Notre insatisfaction est le carburant du système. Ta vie t'appartient. Cela semble simple, mais c'est une vérité radicale. Elle n'appartient pas à ton entreprise, ni à ton chef, ni même aux attentes de la société. Tu as le droit et la responsabilité de la définir selon tes propres termes, de revendiquer ta narration. Alors, au lieu d'une échelle corporative, pense à ta vie comme à un arbre de l'identité. Le tronc est ton être central, tes valeurs. Les branches sont les différents domaines de ta vie. Travail, famille, passion, communauté, santé. Un arbre sain a de nombreuses branches fortes et luxuriantes. Ne laisse pas une seule branche pousser si grande qu'elle prive les autres de lumière et déséquilibre tout l'arbre. Nourris toutes tes branches. Parfois, l'une aura besoin de plus d'attention que les autres, et c'est bien ainsi. L'équilibre n'est pas statique, c'est une danse dynamique tout au long de ta vie.
Quand tu feras face à une décision, demande-toi quelle branche de mon arbre suis-je en train d'arroser avec ce choix. Parfois, tu devras arroser la branche du travail, c'est nécessaire. Mais assure-toi que ce ne soit pas la seule à recevoir de l'eau, sinon les autres se dessécheront et mourront. Cette approche te donne un nouveau langage pour comprendre ta vie. Il ne s'agit plus d'un équilibre travail-vie, une phrase qui implique que le travail est une chose et la vie en est une autre. Il s'agit d'une vie intégrée, où le travail est une partie d'un tout cohérent et porteur de sens. Les gens craignent souvent que s'ils minimisent l'importance du travail, ils deviendront paresseux ou sans but. La réalité est qu'ils découvrent de nouvelles sources d'énergie et de motivation. Ils se passionnent pour la vie elle-même, pas seulement pour une petite partie d'elle. Ils deviennent plus vivants. Le vide n'est pas quelque chose à craindre, c'est une invitation. C'est l'espace nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse naître. La culture de la productivité nous pousse à remplir chaque seconde de bruit et de tâches pour que nous n'ayons jamais à affronter cet espace vide. Mais c'est dans ce silence que nous nous trouvons. Alors la prochaine fois que tu te sentiras dépassé, épuisé ou vide malgré tes réussites, souviens-toi de cette conversation. Souviens-toi du piège du pilier unique. Souviens-toi de la force de la table à plusieurs pieds. Souviens-toi de ton arbre de vie et de toutes les branches qui ont besoin de tes soins. Ta valeur ne se trouve pas sur ta carte de visite. Elle se trouve dans ta capacité d'aimer, d'apprendre, de créer, de connecter et d'être. Ta productivité ne définit pas ton humanité. En fait, parfois, c'est ta capacité à ne pas être productif qui te définit le plus en tant qu'humain. C'est la clé pour naviguer un futur incertain où les emplois changeront et disparaîtront à un rythme vertigineux. Ta profession peut devenir obsolète, mais ta curiosité, ta résilience, ta créativité et ta capacité à te connecter, ces compétences humaines, ne le seront jamais. La question finale, alors, n'est pas « que fais-tu dans la vie ?» La vraie question est « qu'est-ce qui te fait te sentir vivant ?» La réponse à cette question est la carte vers ta véritable identité, une identité que personne ne peut t'enlever, car tu l'as construite toi-même, pièce par pièce. C'est un chemin, pas une destination. Il y aura des jours où l'identité professionnelle nous absorbera à nouveau. Ne te punis pas pour cela. Simplement, avec gentillesse, redirige ton attention. Arrose une autre branche de ton arbre. Renforce un autre pied de ta table. C'est une pratique de toute une vie. La vraie liberté n'est pas d'avoir le travail de tes rêves. C'est de savoir que tu es plus grand que n'importe quel travail, y compris le travail de tes rêves. C'est d'avoir un sens de toi-même si fort que tu peux te mouvoir dans le monde professionnel avec confiance et légèreté, non avec peur et désespoir. Nous avons exploré comment notre identité a été détournée par l'idée de productivité, créant un vide dangereux lorsque le travail disparaît. Nous avons vu que c'est une construction sociale récente et que la clé est de diversifier notre identité, comme une table à plusieurs pieds ou un arbre à plusieurs branches. Ton identité doit être une symphonie, pas une seule note. Le travail peut être un instrument important dans cet orchestre, mais il a besoin des violons de tes relations, des tambours de tes passions et du silence de ta paix intérieure pour créer une œuvre musicale qui soit vraiment la tienne. Construire cette identité multifacette est la tâche la plus importante que nous ayons. C'est le fondement sur lequel nous pouvons construire une vie de sens, de résilience et d'authenticité, immunisée contre les fluctuations de l'économie et les pressions de la société. C'est réclamer ta souveraineté personnelle. Ta valeur ne se mesure pas en heures travaillées ni en réalisation professionnelle. Tu es bien plus que ta productivité. Tu es la somme de tes passions, le réseau de tes affections, l'écho de tes rires et la profondeur de tes pensées. Tu es un univers complet, pas un simple titre professionnel. N'oublie jamais cette vérité fondamentale. Porte-la avec toi chaque jour. C'est ton encre dans un monde qui essaie constamment de te dire que tu ne vaux que par ce que tu fais. Tu vaux simplement et absolument parce que tu es. Et c'est plus que suffisant. Merci de m'avoir accompagné dans cette profonde réflexion, d'avoir consacré ton temps à explorer ces idées si cruciales pour notre bien-être dans le monde moderne. Ce fut un honneur de partager cet espace et ce voyage avec toi. Si ce message a résonné en toi, s'il t'a fait questionner ou voir les choses sous un nouvel angle, abonne-toi pour continuer à explorer ensemble les grands thèmes de la vie. Et maintenant, c'est à toi. Partage en commentaire ce qui te définit au-delà de ta profession. Lisons et apprenons les uns des autres.